Les sirènes de l'ambulance hurlaient dans les rues de Kinshasa, mais elles arrivaient trop tard. Naïma, vêtue d'un costume Armani noir qui valait plus qu'une maison entière, était étendue sur le sol blanc et froid de son penthouse, les yeux grands ouverts, mais vides, le corps immobile. Quelques heures plus tôt, elle était adulée par des millions de personnes. Son sourire faisait les couvertures des magazines. Son nom était sur toutes les lèvres. Maintenant, elle gisait là, seule, abandonnée. Comment la femme la plus puissante du pays s'était-elle retrouvée ici, la vie drainée de son corps? Tout avait commencé 3 ans auparavant, quand Naïma n'était personne. Elle travaillait comme vendeuse dans une petite boutique de téléphone mobile dans un quartier pauvre de la ville. Ses mains étaient usées par le travail quotidien. Son salaire de 60 000 francs par mois pouvait à peine nourrir ses 3 enfants. Elle partageait un petit appartement de 2 pièces avec sa mère malade et ses enfants. Le soir, elle s'endormait en écoutant les bruits de la rue, en priant que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Mais Naïma n'était pas une femme ordinaire. Elle était intelligente, ambitieuse et possédait une beauté naturelle qui attirait les regards. Elle priait chaque dimanche à l'église du quartier, versant une partie de son maigre salaire comme dîme, croyant fermement que Dieu verrait son dévouement et la bénirait. Ses collègues au magasin remarquaient sa détermination. Elle arrivait toujours à l'heure, restait tard pour ranger les stocks, parlait poliment aux clients même quand ils étaient brutaux. Elle rêvait en secret d'avoir un jour sa propre affaire, d'offrir à ses enfants une meilleure vie. Elle s'endormait en imaginant une belle maison avec l'eau courante chaude, des vêtements neufs pour ses fils, des livres pour leur permettre d'aller loin. Un jour ordinaire, alors qu'elle balayait le sol du magasin, un homme en costume coûteux entra. Il portait des lunettes de soleil teintées, une montre en or scintillée à son poignet, et une présence magnétique semblait émaner de lui. Il s'appelait Monsieur Adeyemi, et il était un homme d'affaires très important. Il l'observa pendant 1 heure, la regardant interagir avec les clients, la manière dont il parlait avec respect, comment elle résolvait des problèmes. Puis il l'appela. Son cœur battait fort quand elle s'approcha. Il lui tendit une carte de visite élégante. « Viens me voir demain à mon bureau, dit-il simplement. Je pense que tu peux faire bien mieux que cela. » Naïma regarda la carte, les mains tremblantes. Son adresse était dans le quartier d'affaires le plus prestigieux de la ville. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle repassa ses cheveux, pria toute la nuit et le matin suivant, elle frappa la porte du grand bâtiment de verre et d'acier. Adeyemi l'accueillit dans un bureau immense, avec vue sur toute la ville. Il lui proposa un travail comme assistante exécutive dans sa société de médias et de communication. Le salaire était incroyable, 2 millions par mois. Naïma a eu l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds. Elle signa les papiers avec des mains qui tremblaient. En 1 semaine, sa vie bascula complètement. Elle quitta son petit appartement et s'installa dans une maison moderne que l'entreprise lui fournissait. Elle acheta des vêtements élégants, envoyait ses enfants dans une bonne école. Sa mère regardait la transformation avec des larmes dans les yeux. « Dieu t'a entendu, ma fille », dit-elle en embrassant Naïma. Au travail, Naïma était brillante. Elle comprenait rapidement les stratégies commerciales, elle était créative, elle gagnait la confiance de tous autour d'elle. Adeyemi semblait particulièrement satisfait de son travail, lui confiait des projets importants, l'emmenait aux réunions internationales. En 6 mois, Naïma devint l'une des femmes les plus importantes de l'entreprise. Les autres employés la respectaient, les clients l'admiraient, et les hommes d'affaires de la ville commençaient à parler d'elle. Elle était devenue quelqu'un. Mais personne ne savait ce qui se cachait vraiment derrière cette ascension fulgurante. Personne ne savait qu'Adeyemi avait observé Naïma bien avant ce jour où il était entré dans le magasin. Il avait même envoyé des éclaireurs pour l'espionner, apprendre ses habitudes, ses rêves, ses faiblesses. Et un soir, alors qu'elle travaillait tard dans le bureau, seule, avec Adeyemi, il lui sourit de manière étrange et lui dit quelque chose qui changerait tout. « Naïma, tu fais preuve d'une grande loyauté. Mais pour atteindre vraiment le sommet et pour avoir le pouvoir que tu rêves d'avoir, il y a une condition. » Elle fronça les sourcils, ne comprenant pas. Adeyemi se leva lentement, s'approcha d'elle, et son regard devint glacial. « Tu dois te joindre à nous, au cercle. » Naïma recula, sentant une présence malveillante remplir la pièce. Un frisson parcourut son échine, son instinct hurlant quelque chose était profondément mal. Mais elle n'avait pas encore compris. Pas encore. Elle était sur le point de découvrir que le rêve qu'elle avait réalisé n'était réalité qu'un piège magnifiquement décoré dont les murs se refermaient lentement autour d'elle et que chaque pas vers le haut l'enfonçait plus profondément dans quelque chose d'inimaginable. Naïma repoussa ses doutes. Adeyemi rit de sa réaction, dit que c'était juste une plaisanterie d'homme d'affaires, une manière de tester sa loyauté. Les jours passèrent.
Mais quelque chose avait changé. Elle remarqua des choses étranges. Des réunions qui se déroulaient tard le soir dans des salles verrouillées, des documents mystérieux que personne ne devait voir, des employés qui disparaissaient sans explication. Un jour, elle remarqua que son collègue, Thomas, un homme jovial qui l'aidait souvent, était absent depuis une semaine. Quand elle demanda où il était, les gens détournaient le regard et changeaient de sujet. Une secrétaire lui chuchota à l'oreille que Thomas avait refusé de rejoindre le cercle et qu'il avait eu un grave accident de voiture. Il était maintenant en coma. Naïma sentit son sang se glacer. Elle commença à remarquer un pattern. Chaque personne qui refusait quelque chose, qui posait des questions ou qui menaçait de quitter l'entreprise subissait un accident, une maladie soudaine ou tout simplement disparaissait. Ses doutes revinrent en force. Elle essaya de rester professionnelle, de ne rien montrer. Mais Adeyemi savait. Il voyait la peur dans ses yeux. Une nuit, il l'invita à un dîner privé dans son restaurant réservé. Ils étaient seuls, dans une salle décorée luxueusement avec des bougies et du vin rouge. Adeyemi prit son visage entre ses mains et la regarda droit dans les yeux. « Je dois te dire la vérité maintenant, Naïma. Tu es trop intelligente pour ne pas poser de questions, et je respecte ça. » Naïma ne respirait presque pas. « Tu as remarqué les accidents, les disparitions ?» Naïma hocha lentement la tête. « Ce ne sont pas des accidents, ce sont des avertissements. Ici, nous ne sommes pas une simple entreprise, nous sommes une fraternité. Une organisation ancienne et puissante qui contrôle bien plus que tu ne peux l'imaginer. Des hommes politiques, des juges, des généraux, des artistes, les plus grands noms du pays sont dans notre cercle. Et pour maintenir notre pouvoir, nous devons faire des sacrifices. » Naïma sentit nausée monter. « Quel genre de sacrifice ?» murmura-t-elle. Adeyemi souria en prenant une gorgée de vin. Des sacrifices humains, bien sûr. Tous les 6 mois, chaque membre du cercle doit donner une personne. Cette personne sera enlevée de notre monde. C'est le prix du pouvoir, de la richesse, de l'influence. Naïma se leva d'un bond. « Non. Non, je ne peux pas faire ça. C'est de la folie. Je vais à la police. » Elle courut vers la porte, mais Adeyemi la rattrapa sans effort. Il la regarda calmement, sans colère. « Tu sais, Naïma, tout ce que tu as maintenant, c'est parce que tu fais partie de nous. Ta maison, elle t'a été donnée par nous. Tes enfants dans cette bonne école, payés par nous. La reconnaissance que tu as au travail, créée par nous. Si tu refuses maintenant, tu perdras tout. Et pas seulement toi, ta mère, tes enfants... » Il ne termina pas sa phrase, mais le message était clair. Le chantage était parfait. Naïma se sentit prise au piège. Elle pleura cette nuit-là, sachant que son rêve était devenu un cauchemar, que chaque sourire de succès était payé avec du sang. Elle regarda ses enfants dormir et se rendit compte qu'elle avait vendu son âme, ou du moins elle était sur le point de le faire. Adeyemi lui donna 1 semaine pour réfléchir, 1 semaine pour accepter l'inacceptable. Chaque jour, elle regardait sa belle maison, ses vêtements coûteux, les sourires de ses enfants quand ils montaient à bord de voitures de luxe pour aller à l'école. Comment pourrait-elle revenir à la vie d'avant ? Comment pourrait-elle regarder ses enfants dans les yeux et leur dire qu'elle avait perdu tout cela ? Elle pria, cherchant une réponse, mais Dieu semblait silencieux. Et dans ce silence, la peur prit le dessus. Le 7e jour, elle retourna voir Adeyemi. Ses mains tremblaient quand elle entra dans son bureau. Il souriait déjà, sachant ce qu'elle allait dire. « J'accepte, » murmura-t-elle. Chaque mot comme du poison sur sa langue. Adeyemi applaudit lentement. « Bienvenue au cercle, Naïma. Ton initiation aura lieu demain soir. » Elle quitta le bureau, sachant que sa vie ne serait plus jamais la même, que quelque chose d'obscur et d'irrévocable venait de s'éveiller en elle, que demain,
Elle franchirait une ligne que aucun être humain ne devrait jamais franchir. Ce soir-là, Naïma fut conduite les yeux bandés dans un endroit souterrain sous la ville. Quand le bandeau fut ôté, elle se trouva dans une salle immense, illuminée par des centaines de bougies noires. Des centaines de personnes portaient des robes rouges et noires, leurs visages cachés par des masques. Elle reconnut certains mouvements, certaines silhouettes. Ce n'était pas possible. C'était le gouverneur. Et là, c'était la mère. Et elle, c'était Madame Okonkwo, la femme d'affaires milliardaire. Le cœur de Naïma s'accéléra. Ces gens qu'elle voyait à la télévision, qu'elle respectait, étaient tous ici. Adeyemi la poussa au centre du cercle. Une voix grave et caverneuse résonna dans la salle, venue de nulle part et de partout à la fois. « Naïma, tu es ici pour être reçue en notre sein, mais d'abord, tu dois montrer ton engagement. » Devant elle apparut une table avec des papiers. On lui ordonna de signer en bas, sans lire. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Le pacte, » répondit une voix. « Tu signes ton âme pour notre protection et notre pouvoir. En retour, tu dois sacrifier 6 personnes par an. Si tu trahis, si tu parles, si tu tentes de partir, toi et ta famille seraient maudits pour 1000 générations. » Naïma vit des images terrifiantes projetées sur les murs. Des gens qui suppliaient, qui criaient, qui disparaissaient dans l'obscurité. Elle pensa à ses enfants. Elle signa. Immédiatement, des hurlements emplirent la salle. Des créatures firent apparaître au centre du cercle. Non, ce n'étaient pas des créatures. C'étaient des humains, mais leurs yeux étaient noirs comme de l'encre. Leurs mouvements étaient saccadés et contre nature. « Ce sont tes protecteurs, » dit Adeyemi. « Ils vivront maintenant en toi. Chaque fois que tu auras besoin de pouvoir, chaque fois que tu devras faire du mal sans te salir les mains, ils agiront. Mais tu dois les nourrir, avec du sang, avec des vies. » Au cours des mois suivants, Naïma prospéra comme jamais auparavant. Elle ne travaillait presque plus, mais les projets réussissaient magiquement. Elle donna une présentation qui impressionna le président lui-même. Elle fut promue vice-présidente de l'entreprise. Son salaire devint 5 millions par mois, puis 10. Des hommes puissants l'invitaient à dîner pour lui demander conseil. Elle devint conseillère du gouvernement. Elle voyageait en jet privé, dormait dans les suites présidentielles. Mais chaque 2 mois, la pulsion revenait. Cette envie irrésistible et répugnante de nourrir les créatures en elle. Adeyemi lui donnait des noms. D'abord, ce fut un rival commercial qui menaçait l'un de ses projets. Elle n'eut qu'à penser à lui et il eut un accident cardiaque. Puis ce fut une journaliste qui posait trop de questions sur l'entreprise. Elle reçut simplement une menace, un accident de voiture, un coma dont elle ne sortit jamais. Naïma ne sentait rien. C'est ce qui la terrifiait le plus. Elle pensait que cela deviendrait plus difficile, mais c'était l'opposé. Chaque sacrifice la rendait plus vide, plus puissante, mais aussi plus vide. Elle regardait ses enfants et ressentait une distance. Elle embrassait sa mère et ne sentait rien. Elle était devenue une coquille et les créatures remplissaient l'espace où son âme avait été. 6 mois plus tard, Naïma était en haut, exactement où elle rêvait d'être. Elle était grande prêtresse, elle influençait les décisions du pays, elle contrôlait des milliards. Elle voyageait à travers le monde, était admirée, invitée aux plus grands événements. Elle donnait des conférences sur le leadership, était un modèle pour les jeunes femmes. Mais chaque nuit, le rêve revenait, plus vivide. Elle voyait les visages de ceux qu'elle avait sacrifiés. Ils lui tendaient les mains, ils criaient son nom. Elle se réveilla en sueur, le cœur battant si vite qu'elle croyait qu'il allait exploser.
Elle commença à remarquer des choses étranges, des ombres qui la suivaient, des bruits dans sa belle maison. Elle voyait des silhouettes spectrales au coin de son champ de vision. Ses enfants se plaignaient d'avoir des cauchemars terribles. Sa mère devint dépressive, dit qu'elle sentait une présence malveillante dans la maison. Naïma savait ce que c'était. Les créatures qu'elle nourrissait depuis des années prenaient de plus en plus de place en elle. Elle la consumait de l'intérieur. Elle alla voir Adeyemi en panique. Il écouta calmement, puis sourit. « C'est normal, Naïma. Tu approches du point de non-retour. Bientôt, tu ne seras plus humaine du tout. Tu deviendras une avec la puissance obscure. Tes enfants, ta mère, tout ce qui reste de ta vie antérieure devra être sacrifié. C'est le prix final pour maintenir l'immortalité et le pouvoir infini. » Naïma sentit son monde s'effondrer. Elle comprit enfin le mensonge dans lequel elle avait vécu. Ce n'était jamais censé être un échange. Elle n'était jamais censée garder sa vie antérieure. Elle était censée la perdre complètement, devenir une marionnette de forces obscures. Elle tenta de s'échapper. Elle appela la police, mais ils ne répondirent pas. Elle tenta de partir du pays, mais ses passeports disparurent. Elle tenta de fuir avec ses enfants, mais des accidents étaient apparus. Des voitures la suivaient. Elle était prisonnière. Finalement, Adeyemi vint lui rendre visite. Il entra dans sa magnifique maison, regarda ses œuvres d'art, ses meubles luxueux, et soupira. « Tu as compris maintenant, n'est-ce pas? Qu'il n'y a pas d'échappatoire. » Naïma était assise sur son canapé en cuir blanc, regardant par la baie vitrée, vers la ville qu'elle avait aidé à contrôler. « Je veux ma vie antérieure, murmura-t-elle. Je veux mes enfants, je veux ma mère. Je veux juste que ce cauchemar s'arrête. » Adeyemi s'assit à côté d'elle. « Cela s'arrêtera, Naïma. Cela s'arrêtera bientôt. Demain, tu vas à l'hôpital. Tu vas feindre d'être malade, et là, tu vas terminer ton service. Tu vas devenir un sacrifice final pour renforcer le cercle pour les 100 prochaines années. Les autres mondes ont besoin d'une source de pouvoir massive, et une grande prêtresse est exactement ce qu'il nous faut. » Naïma le regarda, attendant la punchline, mais son visage était sérieux. Elle comprit alors que tout cela avait été prévu depuis le début. Son ascension, son pouvoir, son succès, c'était juste des appâts pour l'amener jusqu'à ce point. Et demain, elle disparaîtrait. Elle tomba à genoux. Elle supplia, elle pleura, elle cria l'appel du Dieu oublié, au Dieu qu'elle avait rejeté. « Pardonne-moi » hurlait-elle, « pardonne-moi » Mais Adeyemi s'en alla, souriant, la laissant seule avec le son de sa propre détresse. Le lendemain matin, Naïma entra à l'hôpital privé comme prévu. Les médecins, qui faisaient partie du cercle, firent semblant de l'examiner. Elle sentait l'étau se resserrer. Dans sa chambre, elle pouvait sentir la présence des créatures se renforcer, devenant presque visible. Cette nuit-là, alors qu'elle était allongée dans son lit d'hôpital, elle eut une dernière visite. C'était sa mère. Elle entra, posa une main sur le front de sa fille et pleura silencieusement. « Maman, pardon !» murmura Naïma. Sa mère serra sa main. « Je sais, ma fille. Je savais depuis le début que quelque chose n'allait pas. Aucun succès n'arrive si vite, à moins qu'il ne vienne du diable. » Elle pria à voix haute, invoquant tous les noms de Dieu. Et Naïma sentit quelque chose se briser en elle. Quelque chose changea. Pour la première fois depuis des années, elle pleura comme un humain, pas comme une créature. Elle saisit la main de sa mère et dit un mot. « Pitié !» Le médecin entra et injecta quelque chose dans la perfusion. Naïma sentit son cœur ralentir. Elle voyait des ombres devenir des formes qui venaient la chercher. Elle entendit des voix hurler. C'étaient les voix de ceux qu'elle avait sacrifiés. Elle la suppliait de les rejoindre. Elle ferma les yeux et attendit la fin. Quand ce fut terminé, son corps était froid. Le médecin appela Adeyemi. « C'est fait », dit-il. Et dans les heures qui suivirent, les nouvelles se répandirent. Naïma, l'une des femmes les plus puissantes et les plus influentes du pays, était morte d'une maladie mystérieuse. Le pays entra en deuil. Des funérailles nationales furent organisées. Des milliers de personnes vinrent lui rendre hommage, ne sachant pas la vérité. Les politiciens donnèrent des discours élogieux. Les médias parlèrent de son héritage. Mais quelque chose d'étrange se produisit après sa mort. Les gens qui l'avaient connu commencèrent à mourir mystérieusement,
Certains avaient des accidents, d'autres tombaient malades soudainement, d'autres simplement disparaissaient. Ceux qui avaient profité d'elle commencèrent à perdre leur pouvoir, les affaires échouèrent, les scandales éclatèrent. C'était comme si la mort de Naïma avait libéré une malédiction qui retombait sur tous ceux qui l'avaient impliquée. Et pour le reste du monde, l'histoire devint d'une légende urbaine. Les jeunes femmes ambitieuses parlaient du mythe de Naïma, de la femme qui avait tout eu et qui avait tout perdu. Elles disaient que c'était un avertissement, que le pouvoir obtenu en sacrifiant son âme était un poison qui tuait celui qui le buvait. Les religieux priaient pour son âme. Les parents utilisaient son histoire pour enseigner à leurs enfants le danger de la cupidité. Et quelque part dans l'obscurité, Adeyemi souriait. Car pour lui et son cercle, la mort de Naïma n'était pas une tragédie, c'était une victoire. Elle avait scellé un pacte qui renforcerait leur pouvoir pour les 100 ans à venir. Mais le vrai message de l'histoire était ailleurs. C'était dans le visage de la mère de Naïma qui allait à l'église chaque dimanche et priait pour le salut de sa fille. C'était dans les yeux de ses enfants qui grandirent en portant le fardeau de ce qui leur avait été pris. C'était dans le cœur des millions de gens ordinaires qui comprirent que le succès qui coûte ton humanité n'en vaut jamais le prix. Car c'est ici que réside la vraie morale. Le pouvoir sans conscience n'est pas du pouvoir, c'est de l'esclavage. Et ceux qui le recherchent paieront toujours le prix le plus élevé de tous. Si cette histoire t'a touché, si tu as ressenti la peur et l'espoir, la tragédie et la mise en garde, alors partage-la avec ton frère, ta sœur. Abonne-toi et active les notifications. Car l'histoire de Naïma pourrait être celle de quelqu'un que tu connais. Et peut-être, en regardant, en partageant, en réfléchissant, pouvons-nous sauver les Naïmas de ce monde avant qu'il ne soit trop tard.